Pourquoi t'es à Hong Kong, Paolo? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ta nouvelle vie à Hong Kong, là, ça sort d'où? Il y a 2 secondes, t'étais en Thaïlande, t'étais au Vietnam, je sais pas quoi, et là tu te retrouves à Hong Kong, ça sort de nulle part. Explique-nous. Eh ben, c'est ce que je vais faire dans ce podcast. Je vais vous parler de Hong Kong, de pourquoi je me retrouve ici. Et non, c'est pas pour l'optimisation fiscale, parce que c'est vrai que quand on pense à Hong Kong, je sais pas vous, mais moi quand je pense à Hong Kong, je me dis optimisation fiscale. Et c'est vrai que c'est pas mal, hein. Il y a quasiment 0% d'impôts et de taxes sur les revenus qui viennent de l'étranger. Et autre chose incroyable aussi que j'ai découvert récemment, c'est par rapport aux crypto-monnaies. T'as quasiment, apparemment, si tu fais les bons trucs, tu as 0% de taxes sur tes plus-values. C'est quand même incroyable. Alors qu'en France et dans beaucoup de pays, bon en tout cas en France, ça je sais, c'est 30% sur tes plus-values. Bon, donc voilà, Hong Kong, c'est souvent ceux qui font du business, qui font du e-commerce, qui sont bien dans le game, qui gèrent beaucoup d'argent, qui gagnent beaucoup d'argent. Il y en a pas mal qui se retrouvent à Hong Kong, bah, surtout dans l'e-commerce, comme c'est juste à côté de la Chine. Si tu as tes usines en Chine pour ton site e-commerce, pour tes produits et que tu habites à Hong Kong, fiscalement, tu es bien, tu te mets bien. Mais c'est pas la raison, parce que je suis pas du tout à ce niveau-là. Je suis à Hong Kong pour une raison très simple, c'est que ma copine a eu une opportunité de travail ici, et donc je suis avec elle en fait, je vis avec elle ici. Le plan c'est de rester au moins un an, hein, peut-être plus, là ça fait 2 mois. Donc voilà, dans ce podcast, je vais faire un peu le bilan de ma vie, de comment ça se passe en ce moment, et vous parler de Hong Kong. Ce qui est bien avec Hong Kong, c'est que en fait on est autour de beaucoup de pays que j'aime bien, qui m'intéressent, et donc même si je suis là à Hong Kong, je peux bouger un peu, aller ailleurs. La Thaïlande c'est juste à côté, même l'Asie du Sud-Est en général, le Vietnam c'est juste à côté. La Chine c'est juste au-dessus, à quelques kilomètres, à quoi 20-30 kilomètres je crois, on est en Chine. Donc ça c'est très très bien, mais on va tout de suite adresser l'éléphant dans la pièce. Je sais plus comment on dit, c'est quoi l'expression? Qu'est-ce qu'on fait avec l'éléphant dans la pièce? On en parle, on parle de l'éléphant, on le dégage, je sais plus. Bref, on va parler de cet éléphant-là. À Hong Kong, il parle cantonais et pas mandarin. Voilà. C'est Hong Kong, c'est le seul endroit, bon avec Macao aussi, on en parlera un petit peu dans ce podcast. Hong Kong, c'est le seul endroit en Chine où la langue principale, c'est le cantonais. Donc le cantonais, c'est un dialecte chinois comme le mandarin, et le mandarin, c'est le dialecte chinois qui est parlé partout dans la Chine continentale. Bon, après, me sortez pas des petites villes, des petits villages comme ça où en fait c'est les seuls qui parlent leur dialecte qui est parlé par 10 000 personnes, j'en sais rien. Enfin bref, Hong Kong, c'est vraiment particulier aussi, par rapport à son histoire, à la politique. On va en parler parce que c'est super intéressant, l'histoire d'Hong Kong. Mais bref, je me retrouve dans un territoire qui est la Chine, mais qui est en même temps pas la Chine. Et moi, je suis dégoûté parce que mon rêve, un peu ce que je rêvais, c'était de me retrouver dans un environnement sinophone dans lequel je pouvais parler et entendre le chinois 24/24. Ça aurait été fantastique. Donc en fait, là, à Hong Kong, j'ai la Chine, mais j'ai pas la langue. Et c'est ça qui est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave parce que je suis juste à côté de la Chine. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je vais pour la première fois en Chine continentale, à Shanghai. Je suis trop pressé, ça va être trop bien, je vous en parlerai. Et j'ai qu'une hâte, c'est de voir ce que ça donne, la Chine continentale. Après, bon, Shanghai, c'est vraiment particulier parce que c'est très international, c'est pas la ville la plus Chine-Chine, mais bon, ça va déjà me faire une première expérience avec la Chine. Et donc, bref, je me retrouve là à Hong Kong où ça parle pas mandarin, et c'est le petit truc voilà, qui me gêne. Je vais parler d'autres trucs qui sont bien avec Hong Kong, mais ça, c'est le petit truc qui me gêne. Et d'ailleurs, Stéphane, il m'avait envoyé un message là cette semaine, il m'avait dit, j'avais mis une story où j'étais en train de m'entraîner dans un parc, je faisais mes sprints, et j'avais pris une photo avec vue sur la piste et sur les buildings derrière, avec le ciel qui était pas mal à cette heure-là de la journée. J'avais mis cette story, c'était une belle photo, et Stéphane il me dit putain, c'est vrai que je me rappelle à l'atelier, t'en parlais déjà, tu disais que t'avais envie d'aller en Chine, qu'à un moment dans ta vie t'allais être en Chine, et là ça arrive. Donc trop bien, félicitations pour toi. Et moi je lui disais bah oui c'est vrai, mais j'ai pas encore ce sentiment-là. Pour moi, Hong Kong, c'est pas encore la Chine par rapport à la langue en fait.
Euh, Parce que là, dehors, ça parle cantonais. Bon, il y a certains... Il y a certaines personnes qui parlent quand même mandarin, mais c'est pas la première langue que tu vas utiliser. Et surtout que, bah, moi, ce que j'avais entendu avant de venir à Hong Kong, c'est que il y a un peu cette rivalité, ou en tout cas, les Hongkongais n'aiment pas les mainlanders, les gens qui habitent en Chine continentale. Et du coup, des fois, en fait, quand les mainlanders vont leur parler en mandarin, même s'ils comprennent et qu'ils savent parler un petit peu, ils vont faire genre de pas comprendre et ils vont leur parler en cantonais. Et donc moi, je suis dans cette situation où je sais pas trop comment me placer. Si je peux leur parler mandarin et en même temps c'est bizarre parce qu'en fait je suis un étranger quoi. Généralement, bon, il y a déjà eu des situations où je parlais mandarin, mais c'est surtout quand j'entends, bah, si c'est des mandarins, si par exemple je suis dans un restaurant, dans un café, et j'entends que le staff parle mandarin entre eux ou que c'est des mainlanders, bon, bah, je vais parler mandarin avec eux ou quoi. Mais voilà, je vais pas forcément prendre l'initiative de parler mandarin avec eux, je vais juste parler anglais et ça va être plus simple. Et pour vous dire, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui peuvent se dire, bah, c'est quoi la différence? Parce que peut-être que tu peux comprendre, c'est comme si... j'ai pas d'exemple là, mais bah, peut-être avec l'espagnol et le catalan, bon encore là je suis pas sûr, mais peut-être que si tu parles espagnol, le catalan tu vas pouvoir quand même le comprendre, ou comprendre quelques mots, bah là dites-vous, avec le cantonais, je comprends rien du tout. Quand il y a quelqu'un qui parle en cantonais, je peux même pas choper un mot ou une phrase que le mandarin me permet de comprendre et essayer de deviner un peu, de bricoler avec ça. Non, là, ça n'a aucun rapport. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que, dites-vous, si là je suis avec un Hongkongais, on a un texte face à nous écrit en chinois, moi je vais le lire en mandarin, donc ça va sonner d'une manière particulière en mandarin, et lui il va lire le même texte avec la même écriture, et la prononciation, la tonalité sera complètement différente. Donc voilà, c'est pour vous faire comprendre que les deux langues n'ont rien à voir. Et ça, c'est ma petite... Voilà, c'est le petit truc qui me tracasse à Hong Kong, qui me frustre, parce qu'en fait, je suis à 20 km de la Chine, mais il n'y a pas ce truc-là de la langue. Hong Kong et la Chine, c'est différent sur plein d'aspects. Si vous voulez, c'est pas que la langue. Il y a plein d'aspects qui changent, alors que c'est censé être le même pays. Et d'ailleurs, quand on parle de la Chine et de Hong Kong, et même de Macao aussi, on reviendra un peu sur le cas Macao, mais c'est le petit cousin de Hong Kong, quoi. C'est juste à côté. Sauf que bah, Hong Kong, c'était une ancienne colonie britannique, et Macao, pardon. Macao, c'était au portugais. Hong Kong et Macao, quand on parle d'eux et de la Chine, on dit un pays, deux systèmes. Il y a un pays, c'est la Chine, mais il y a le système de la Chine continentale de Pékin et le système de Hong Kong. Il y a un autre terme qu'on utilise, je crois que c'est zone administrative spéciale de Chine, quelque chose comme ça. Et en fait, ces zones-là, il y en a deux dans le monde chinois, c'est Hong Kong et Macao. Ils sont, ils sont très différents. Je vais vous parler un peu des différences pour que vous compreniez. C'est vraiment différent. Déjà, sur le point politique, la Chine continentale, le leader, c'est Xi Jinping. À Hong Kong, il y a quelqu'un qui s'occupe de diriger Hong Kong, mais je ne sais pas c'est quoi son titre, je ne sais pas c'est quoi son nom. Mais voilà, c'est pas Pékin directement qui s'occupe de Hong Kong. Judiciairement, c'est pas la même chose. Économiquement, c'est pas géré de la même manière. Au niveau de l'immigration, non plus, c'est pas pareil. En tant que Français, quand on a un passeport français, on peut aller à Hong Kong sans visa pendant 3 mois. En Chine, c'est pas comme ça. En Chine, c'est 30 jours, c'est un mois. Pareil, à Hong Kong, tu peux faire un PVT de, je sais plus c'est combien de temps les PVT, 1 an, 2 ans. En Chine, pas possible de faire un PVT. Ils gèrent leur immigration différemment alors que c'est le même pays et en fait, il n'y a pas les mêmes règles à l'intérieur. Et même si tu regardes les petits détails dans la vie de tous les jours, ils n'utilisent pas les mêmes applications pour communiquer, pour payer. C'est des petits détails, mais qui veulent dire beaucoup de choses. Hein. C'est qu'il y a une séparation entre ces deux territoires, même dans les habitudes quotidiennes, dans les applications, dans l'utilisation d'Internet, tout ça. Là, je vous prends un autre exemple. Au niveau des transports, il y a un réseau de métro à Hong Kong avec lequel tu peux utiliser avec une carte qui s'appelle l'Octopus Card. C'est un peu comme le Pass Navigo, quoi. C'est comme ça que tu recherches tes trajets et que tu utilises les transports en commun à Hong Kong. Bah, en Chine, c'est pas pareil. Tu vas pas en Chine continentale avec ton Octopus Card et tu prends le métro. C'est un système différent. En fait, tout est différent. Et même quand tu traverses la frontière Hong Kong-Chine continentale, tu dois passer l'immigration, quoi. Donc c'est vraiment un pays, mais deux systèmes différents.
Et pourquoi c'est comme ça? Par rapport à son histoire, parce que Hong Kong et Macao aussi ont vraiment des histoires particulières. Ils se sont développés un peu à côté de la Chine, et là, on va parler de ça. Petit cours d'histoire rapidement, mais vous allez voir, c'est pas chiant, c'est trop trop intéressant. Cette partie de l'histoire est passionnante, et moi, ça me fait réviser un peu mes cours d'histoire de Chine de la fac. À la base, Hong Kong, c'était juste un territoire en Chine. C'était juste un port de Chine du Sud, c'est tout. Il n'y avait pas de spécialité comme il y en a aujourd'hui. Mais là, on va remonter un peu dans le temps. On va remonter au 19e siècle, le moment où l'Europe était en mode full volonté de puissance. Les Européens, ils avaient la dalle. Ils étaient en mode colonisation. Il nous faut plus de territoire. Il nous faut plus de ressources. On veut faire du commerce. On veut du cacao, des pommes de terre, on veut des épices à nos tables et des diamants sur nos bagues et sur nos colliers autour de nos coups. Donc, ils sont allés partout dans le monde pour coloniser. On connaît le côté colonisation du continent américain, on sait ce qui s'est passé en Afrique, c'est juste à côté de nous, la France. Et peut-être qu'on connaît un peu moins ce qui s'est passé en Asie, parce qu'ils sont aussi allés de ce côté-là, et surtout les Anglais. Là, en fait, on va parler beaucoup des Anglais, parce que Hong Kong, c'est une affaire de Britanniques. Donc les Britanniques, hop, ils prennent leur bateau, tac tac, ils vont un peu partout en Inde, ils vont un peu plus loin, ils arrivent en Chine du Sud, à Hong Kong, sur les ports, et ils veulent faire du commerce, ils veulent s'en mettre plein les poches, et aussi rapporter aussi des produits de là-bas. Et ce qui était intéressant en Chine, c'était le thé. Donc ils achetaient beaucoup de thé qu'ils ramenaient en Europe, voilà, trop bien. Le thé chinois, c'est trop bon, eux ils adoraient ça. Et en fait, à un moment, ils se sont rendus compte quand même que leur balance commerciale, elle était déficitaire. C'est-à-dire qu'ils importaient plus de choses qu'ils ne vendaient. Donc c'est cool, il y avait du thé, mais ils se sont dit, bon, on peut quand même se faire plus d'argent si on leur vend des trucs. Donc ils se sont dit, là c'est vrai qu'en Inde, nous, on fait on cultive le pavot. Donc le pavot, c'est ce qui sert à faire de l'opium, une drogue. D'ailleurs, en fait, petite parenthèse, mais là en fait je sais pas à quoi ça sert le pavot, à part bon, à faire de la drogue, de l'opium, et foutre des graines sur les baguettes là que t'achètes. Des fois t'achètes des baguettes avec des graines de pavot, et c'est plus chiant qu'autre chose. Quand t'arraches un bout de pain, t'en as plein sur la table, t'en as plein par terre, après tu dois passer le balai, passer le... Enfin, c'est trop chiant, ça rajoute pas de goût en particulier. Bref, là je suis un peu en mode rage du pavot. Je sais pas à quoi ça sert à part ça, et je sais pas pourquoi ils avaient des cultures de ça à l'époque, mais bref, ils avaient du pavot avec lequel on pouvait faire de l'opium, et ils vendaient ça aux Chinois. Ils achetaient du thé, ils leur vendaient de l'opium. Et en fait, au bout d'un moment, ça a complètement transformé les Chinois en loques. C'était devenu des déchets, parce qu'en fait, ils étaient tous addicts, et ça posait un vrai problème social en Chine. Ils étaient devenus tous drogués, tous shootés à l'opium, et parce que les Anglais leur fourguaient leur merde d'opium, quoi. Et à un moment, le gouvernement, ils se sont dit, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Là, on va droit à notre perte, nos habitants, ils font plus rien, les Chinois, ils se transforment en zombies, c'est pas possible. Donc, ils ont dit aux Anglais, là, désolé les gars, mais on interdit la vente de l'opium. Sur notre territoire, c'est plus possible. Et d'ailleurs, là, tous les caisses que vous avez ramenées, tout le stock, on va le détruire. Nous, on veut plus de ça. C'est trop dangereux pour nous, pour notre population. Et les Anglais, ils se sont dit, mais vous êtes sérieux, les gars ? On va pas laisser passer ça comme ça, c'est pas possible. Nous, là, le business, il est trop juteux. On s'en met plein les poches. En plus, vous nous avez détruit notre stock, là. On va vous faire la guerre. Et c'est là que commencent les guerres de l'opium. Il y en a eu 2. Vous en avez déjà peut-être entendu parler. C'est là d'où vient le nom, l'opium. Et on va entrer dans ce que les Chinois appellent aujourd'hui le siècle de la honte, en fait. Ils vont baptiser ça, le 19e siècle. La Chine va voir ça comme le siècle de la honte, parce que va s'enchaîner tout un tas de traités inégaux, en fait, après les guerres de l'opium. Donc, en fait, ils se sont fait fumer avec l'opium. C'est devenu des drogués, en fait, qui faisaient plus rien. Ils se sont fait fumer avec les guerres, plus avec les traités inégaux que je vais détailler juste après, qui les ont mis dans la merde. Et en fait, c'est à ce moment-là que la Chine a pris énormément de retard sur le reste du monde. Et là, je vais faire une petite parenthèse et d'expliquer aussi pourquoi moi j'aime bien la Chine et la Chine m'intéresse dans son histoire. C'est que,
En fait, le siècle de la honte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Chine aussi voit son histoire sur le temps long. Le temps long passé derrière eux et le temps long futur. Parce que la Chine, c'est une énorme civilisation. C'est plus de 3000 ans d'histoire. Et je pense que si on fait un top 5 des histoires les plus riches des pays dans le monde, la Chine est facilement, peut-être top 1. C'est une histoire qui est riche. C'est l'invention de beaucoup de choses, de la boussole, du papier. C'est des philosophes d'exception qui ont marqué tout un continent, toute une partie de la planète. De la planète. C'est aussi un système d'écriture qui a influencé tous les autres pays à côté. Le coréen, ça découle de l'écriture chinoise. Le japonais a aussi ses influences de l'écriture chinoise. Philosophie, spirituellement, enfin bref, la Chine, c'est un truc de fou. Et c'est vrai que nous, dans notre génération, notre âge, je sais pas, entre 20, 30, 35 ans, on a grandi avec la vision de la Chine qui est un pays en voie de développement, un pays pauvre qui fait que copier, qui a pas beaucoup d'histoire, hein, c'est que les bricoles que tu vois sur les marchés, ou c'est que les vêtements de fausse marque, ou les trucs de basse qualité, les usines. Nous, on a cette vision de la Chine, alors que la Chine, c'est l'histoire la plus riche du monde, je dirais. Voilà, j'ose le dire. Et donc la Chine voit son histoire sur le long terme, parce qu'elle sait ce qui s'est passé avant, c'est une grande civilisation. Et quand ils parlent de ce siècle de la honte, en fait c'est juste passager, c'est un moment dans l'histoire où ils ont eu un moment de vide, et aujourd'hui ils voient long terme. De toute façon, on voit ce qu'ils sont en train de faire, hein, c'est qu'une histoire de dizaines d'années, de centaines d'années, avant qu'ils soient top 1. Là, la Chine est en train de préparer le top 1. Économiquement, ils sont partout, ils investissent partout, et là, ils ont même commencé leur soft power. Je sais pas si c'est mon algorithme Instagram, mais moi, je vois que des vidéos de personnes qui vont en Chine pour voyager, pour montrer la culture. Donc là, c'était le truc un peu qui leur manquait, l'aspect culturel, le soft power. Et maintenant, j'ai l'impression qu'ils ont tout, les gars. Ils sont en avance sur tout. Donc, depuis le siècle de la honte, ils ont continué à bosser. Ils ont fermé leur bouche, ils ont bossé, ils avancent. Ils savent où ils vont parce qu'ils savent d'où ils viennent. Voilà, petite parenthèse sur la Chine pour parler du siècle de la honte. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien l'histoire. Et en fait, quand tu aimes l'histoire, comment tu ne peux pas aimer la Chine? C'est incroyable ce qui se passe. Moi, j'aime beaucoup cette vision-là on est conscient qu'on était une grande civilisation et en fait, on va continuer. On va continuer notre histoire et la civilisation chinoise va continuer encore pour longtemps et on va être les meilleurs. Bref, mais on va retourner à notre passé au 19e siècle. Après la guerre de l'opium, donc les Anglais battent les Chinois et là, ils vont les forcer à signer des traités qu'on va appeler des traités inégaux. Donc c'est plein de trucs qui sont en leur défaveur. Donc là, de mémoire, c'est des trucs du genre, du coup, en fait, on va vous forcer à faire du commerce. On va installer des comptoirs en Chine pour faire du commerce. Au niveau de la loi, de mémoire, il y avait des trucs comme quoi, du coup, en fait, les Britanniques en Chine, ils ne sont pas soumis à la loi chinoise. Donc en gros, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont des territoires. Et là, on retourne au sujet de Hong Kong. À ce moment-là, les Britanniques vont louer Hong Kong. En fait, ils vont avoir des territoires à eux. C'est-à-dire qu'une partie de la Chine n'est plus chinoise, mais à eux, aux Britanniques. Là, il faut bien retenir cette date. C'est cette date qui est importante. En 1897, ils vont signer un bail de location avec la Chine pour avoir Hong Kong. Et ce bail, je fais un résumé, hein, pour que ça aille plus vite. Ce bail va durer 100 ans. Donc pendant 100 ans, les Britanniques louent Hong Kong à la Chine. Et au bout de 100 ans, sur le bail, c'était écrit que les Britanniques vont rendre Hong Kong à la Chine. 100 ans, ça fait 1997. 1997, c'est le moment où Hong Kong n'est plus une colonie britannique et de nouveau dans les mains des Chinois. Et en fait, dites-vous bien, de 1897 à 1997, Hong Kong s'est développé à côté de la Chine. Parce que c'était les Britanniques, c'était sous le pouvoir des Britanniques. Donc tout ce qui s'est passé en Chine pendant ce temps-là, le communisme, Mao Zedong qui prend le pouvoir en Chine en 1949, tout ça, c'est à côté. C'est à côté de ce qui se passe à Hong Kong. Donc là, déjà, on commence à voir la différence de culture et politique qui va se faire entre les deux territoires. Et si vous voulez, le moment en 1997, quand ils rétrocèdent Hong Kong à la Chine, vous doutez bien que du jour au lendemain,
On peut pas faire comme si de rien n'était. En mode, ok, tous les systèmes que les Britanniques ils ont mis à Hong Kong, tous les habitudes, tout la culture, la politique, on peut pas faire comme si de rien n'était. Et le 1er janvier 1997, ça y est, c'est exactement pareil que la Chine. C'est pas possible. Du coup, ils ont mis en place une sorte de... Ils ont mis en place quelque chose pour que ça se fasse progressivement. Et dans l'idée, c'est pendant 50 ans, on garde ce système de un pays, deux systèmes différents. C'est ça le plan. Donc jusqu'en en 2047, Hong Kong et la Chine, c'est un même pays. Hong Kong, c'est la Chine, mais c'est deux systèmes différents. Et là, en fait, ce que fait le gouvernement à Pékin, le gouvernement chinois, c'est petit à petit, en fait, changer Hong Kong, à mettre en place tout ce qu'ils ont mis en place en Chine continentale, mais à Hong Kong. Et c'est pour ça que y a certains Hongkongais qui sont pas super chauds pour cette idée, ce qui est compréhensible. Ils ont leur habitude, ils ont leur manière de fonctionner qui est différente des Chinois continentaux, donc il y en a qui sont pas contents. C'est pour ça qu'il y a eu il y a quelques années, je sais plus c'était quand, des manifestations à Hong Kong que vous avez peut-être vu passer à la télé. Donc voilà, il y a tout ce changement qui se fait progressivement, et aussi un des changements dont on peut parler un peu, c'est au niveau de la langue. Certaines personnes sont tristes, se plaignent ou ils ont peur que le cantonais disparaisse de plus en plus. Déjà en fait, le cantonais, ça vient de la région du Canton, du sud de la Chine. C'est de là que ça vient. Mais maintenant, de plus en plus, parce que c'est chinois, ça fait partie du continent chinois, c'est un dialecte qui se perd de plus en plus parce qu'on utilise le mandarin. Et ils ont peur qu'il se passe la même chose à Hong Kong. Parce que maintenant, c'est obligatoire pour les enfants dans les écoles d'apprendre le mandarin. Et la vision du futur un peu qui se projette, qui est logique, c'est que le mandarin se parle partout en Chine et que dans quelques années, ce soit pareil à Hong Kong en fait. En 2049 et plus loin, il y a de grandes chances que ce dialecte disparaisse. Donc voilà, en gros là on est dans ce processus jusqu'en 2047 Hong Kong va se transformer de plus en plus en Chine continentale. Voilà, là vous avez un peu toute l'histoire, j'espère que c'était clair et que vous avez bien compris et que vous avez trouvé ça aussi intéressant. Et on va parler vite fait de Macao aussi pour faire le lien. Macao, c'est exactement la même chose. Macao, c'est à côté, c'est plus petit, sauf que c'est une ancienne colonie portugaise. Avant, c'était les Portugais à Macao. C'est pour ça que quand tu vas à Macao, j'y suis pas encore allé, mais je compte visiter parce que c'est pas loin. En fait, tu te promènes à Macao, j'ai vu des images sur internet, t'as l'impression d'être dans le sud de l'Europe, t'as l'impression d'être à Nice, t'as les mêmes bâtiments comme ça colorés, t'as même une église, je sais plus c'est quoi, mais une église typique du sud de l'Europe, parce qu'il y avait les Portugais. Et d'ailleurs, leur spécialité, c'est quoi les Portugais, ils ont ramené à Macao les façades colorées et les pastels de nata. Parce que là-bas, c'est un truc, c'est tous les touristes qui vont à Macao, les touristes chinois et tout, il faut qu'ils mangent leur pastel de nata, parce que c'est vraiment le truc typique de Macao. Mais peut-être qu'il y en a qui savent pas que ça vient des Portugais. En fait, quand tu vas au Portugal, t'as des pastels de nata partout. Et en fait, c'est devenu un truc emblématique de Macao. C'est pour ça que Macao, ça doit être aussi spécial. Ça va être cool d'y faire un tour pour voir comment c'est. Et Macao, c'est le même délire. Sauf que eux, c'est... en 1999, ça a été rétrocédé. Et le truc de un pays, deux systèmes, c'est jusqu'en 49. Donc voilà. Petit tour de l'histoire de Hong Kong et de Macao pour vous expliquer pourquoi il y a autant de différences entre ces deux territoires. Il y a une théorie dont j'ai envie de vous parler qui est de James Clear, et en fait, ce gars-là dit que un des choix les plus importants de ta vie, c'est la ville dans laquelle tu vas habiter. En fait, c'est ce choix-là, c'est ce qui va majoritairement shaper la direction de ta vie, c'est le truc qui va donner une direction particulière à ta vie. Et ça va expliquer que tu vas aller vers ce sens-là professionnellement, personnellement, et pas dans une autre direction. Et en fait, il dit que, par exemple, si tu habites à San Francisco, parce que tu seras dans cet univers de start-up, de gens qui font que ça, en fait, tu vas adopter un peu le rêve des personnes qui habitent à San Francisco. Donc, comme San Francisco, c'est tout le délire start-up, innovation. Donc, en fait, tu vas avoir un objectif qui est
de créer des choses innovantes, de créer une start-up, de révolutionner le monde. Et donc tout ça, ça va donner une direction à ta vie. T'as même plus de libre arbitre en fait, c'est la ville dans laquelle tu habites qui va définir ton futur et tes objectifs. Il prend d'autres exemples, je crois qu'il y a aussi New York, où là en fait New York, ce qui est le plus important, c'est gagner de l'argent, le statut social. Et aussi quand on pense à New York, les gens qui bossent à New York, bah, on imagine les gens en costard, cravate, petite mallette, bien habillé, très corpo. Bah, c'est beaucoup sur l'image et le statut social. Et San Francisco, ça va être les gens, enfin je sais pas, moi l'image que j'ai des gens de San Francisco dans ce délire la start-up, c'est plus t-shirt, jean, basket quoi. La ville dans laquelle tu habites va définir même comment tu t'habilles, comment tu penses et c'est quoi tes objectifs. Et moi, je n'ai pas vraiment vu ça avec Hong Kong, mais en tout cas, je peux en parler par rapport à la Thaïlande, et je sens qu'en fait, petit à petit, ça commence à changer mon état d'esprit et la projection que j'ai dans le futur. Parce que c'est vrai que la Thaïlande, tu penses pas autant au futur. En fait, tu deviens un Thaïlandais. Si vous voulez, moi, de base, j'ai quand même, par défaut, je suis quand même capitaliste, ou en tout cas dans le spectre communiste capitaliste, je me place quand même plus vers le capitalisme. Mais par défaut, c'est pas forcément quelque chose que j'ai choisi, c'est juste dans l'environnement dans lequel je traîne, l'environnement digital sur Internet et même autour de moi, un des buts de la vie, un des trucs qu'il faut qu'on fasse, c'est gagner de l'argent, avoir une bonne situation matérielle. Et j'aimais bien le fait d'être en Thaïlande et même en Asie du Sud-Est en général, Vietnam, etc., parce que ça équilibrer un peu plus ma vision de la vie et de l'argent, et je devenais un peu moins capitaliste. Même si je le restais toujours, parce que j'ai ce monde digital, voilà, je suis sur Internet, mais dans la vie de tous les jours, quand tu es en Thaïlande, au Vietnam, je pense pas à l'argent. Je pense juste à vivre sabai, tranquille, on est au soleil, on profite, on bosse pas trop, on fait des siestes, et moi, le seul truc que j'ai envie de faire en Thaïlande, bah, en fait, c'est ça, c'est que j'adopte les objectifs et le style de vie de mon environnement. C'est juste j'ai envie de faire du sport, de prendre soin de mon corps et juste de faire du sport et d'être bien, de manger des fruits. J'ai juste envie de faire ça en Thaïlande. Et donc c'est pour ça que je trouve que c'était bien ma période en Asie du Sud-Est pour rééquilibrer un peu ma personnalité et retirer un peu des points de capitalisme dans mes stats, juste pour l'équilibre, quoi, pour être un peu moins marabouté et matrixé. Et à Hong Kong, c'est vrai qu'il y a cette vibe. Hong Kong, c'est une capitale mondiale, c'est une mégalopole, c'est une ville mondiale. T'imagines, bah là c'est un peu comme New York, c'est les gens avec des mallettes, en costard, c'est des gens qui font beaucoup de business, c'est intéressant pour le business parce que tu as aussi beaucoup d'expatriés, il y a beaucoup d'opportunités. Je crois que c'est dans le top 3 des endroits dans le monde où il y a le plus gros QI. Donc voilà, ça fuse, ça construit, ça fait du business, ça innove, ça travaille, ça fait de l'argent. C'est ce mood-là, Hong Kong. Donc forcément, ça te met dans un mindset qui est complètement différent de la Thaïlande. Moi, je ne l'ai pas encore. Même si... Ah oui, attendez. Petit récap en arrière. La Thaïlande, comme je l'ai dit, ça donne pas envie de se projeter dans le futur. T'as juste envie de vivre au jour le jour, de voyager, machin, nanana. Et j'avais beaucoup ce mindset quand j'étais en Thaïlande. Et là, c'est vrai que Hong Kong, ça donne plus envie aussi de s'ancrer. Et puis, en fait, finalement, moi, c'est ce qui va se passer cette année. Je serai ancré et puis on va voir comment ça va évoluer dans le futur. Mais oui, je suis pas à Hong Kong dans une entreprise ou pour un business à Hong Kong. Là, en fait, ce que je fais à Hong Kong, c'est ce que je ferais n'importe où en France, en Thaïlande ou n'importe où. Je suis dans mon coin, je fais mes trucs qui ont rien à voir avec Hong Kong. Juste, je vis à Hong Kong, mais c'est tout. Au niveau professionnel, j'ai pas trop d'impact aussi parce que là, dans le quartier dans lequel je suis, c'est pas un quartier... c'est pas le quartier business d'Hong Kong, c'est pas le quartier des affaires d'Hong Kong. Je suis dans un quartier d'ailleurs qui est plutôt historiquement le quartier de la mafia hongkongaise. Bon là je vois rien de mafieux ou de bizarre, mais c'est peut-être parce que j'ai pas l'œil. Et le quartier aussi des prostituées. Mais laissez tomber, là il y a une rue où quand je passe en fait, à chaque bâtiment sur les côtés, il y a que des prostituées. Bon, je sais pas ça aura quel impact pour mon avenir, mais en tout cas, bon, le quartier dans lequel je suis ne me donne pas envie de devenir businessman à costard et mallette ou à étudier dans des grandes universités. Pour l'instant, non. Peut-être dans le futur, on ne sait pas.
Mais voilà. Mes plans à Hong Kong, qu'est-ce que je compte faire à Hong Kong ? Bah, en vrai, ça va être ce que je fais d'habitude, mais juste je suis à Hong Kong. Il n'y a rien de particulier en fait que je vais faire ici. Ce qui est surtout bien pour moi en fait avec Hong Kong, c'est que c'est juste à côté de la Chine. C'est surtout pour ça, donc moi c'est ça qui m'intéresse. Et d'ailleurs, le prochain podcast, je le ferai sur mon excursion à Shanghai, donc ma première excursion en Chine. On va parler de ça parce que en fait, ça va être un test aussi pour faire du contenu en chinois. Là, j'ai pris mes caméras, j'ai vu le setup que je vais me faire, les accrocher à mon sac, etc. pour filmer des interactions en chinois. Ça fait un moment que j'en parle, ça fait un moment que j'ai envie de faire ça. Donc, ça va être le moment de tester. Et ça va aussi me donner des idées pour la suite, pour ce que je compte faire avec la création de contenu en Chine, parce que ça fait un moment que j'en parle, et là, en fait, ça va être l'occasion. Et si ça se trouve, ça va être tellement bien, je vais tellement m'éclater là pendant 10 jours, que je vais revenir en France, et dans le podcast, je vais vous dire, ok les gars, j'arrête tout, j'arrête Instagram, j'arrête les sports de combat, j'arrête ma chaîne YouTube en français, je all-in en contenu chinois. Peut-être que c'est ce qui va se passer, on verra, je vous le raconterai du coup dans le prochain épisode de podcast. Et bon, je vous dis, ça m'étonnerait que je fasse ça. Je vais être un peu plus mesuré et faire les choses intelligemment. Mais en fait, je vois venir le truc. Et si j'arrive à faire des bonnes vidéos, que moi, ça me plaît de les filmer, je vais avoir envie d'en faire beaucoup plus. Bon, on verra. J'en parlerai dans le prochain épisode de podcast. Et du coup, l'épisode sur le nomadisme digital, il sera un peu délayé. Normalement, c'était censé être le prochain, mais on le fera plus tard. Mais c'est pas grave, hein. Moi, il est toujours prêt, il est toujours dans ma tête. Même ça continue à maturer, à évoluer un peu plus sur certains sujets du nomadisme digital. De toute façon, je vais le faire, ce sera sûrement le prochain encore. Mais voilà, je vous ferai celui de Shanghai, comme ce sera tout frais. Voilà, je vous ferai cet épisode. Et puis, comme je suis dans une lancée là de pas forcément travailler énormément mes sujets, mais juste vous raconter, faire des mises à jour de ce qui se passe dans ma vie, je pense que c'est pas mal. Donc oui, sinon, à Hong Kong, voilà, je vis ma vie normalement, toujours de la boxe, un peu moins qu'en Thaïlande, forcément, parce que déjà, putain, en fait je me rends compte à quel point j'avais de la chance de m'entraîner en Thaïlande, parce que les cours coûtaient que dalle, les cours privés. Je crois en Thaïlande, t'en as max pour 30€. Ici, c'est 100€ le cours privé d'1 heure avec un coach de boxe. C'est un truc de fou. Et je crois là, pour 1 heure de sparring dans la salle dans laquelle je vais, je crois que j'en ai pour 30€. En Thaïlande, c'est 3 fois moins le prix. Donc bref, je peux pas autant m'entraîner, mais c'est bien aussi parce que ça me force à repenser mon entraînement, à m'entraîner plus intelligemment et aussi à avoir plus d'intention, notamment dans mes sparring, à vraiment prendre ça comme... je fais mes devoirs et j'étudie mes sparring. Parce qu'en Thaïlande, vers la fin, je vous le dis, j'étais en mode... je faisais mes sparring, je m'entraînais comme si c'était mon boulot, quoi. Je posais mon cerveau et juste j'y allais. Et j'étais pas aussi focus que je suis là aujourd'hui. Donc, ça a aussi un côté positif de réduire ces entraînements de boxe. Ces entraînements de boxe en salle. Donc ouais, j'avais trouvé une salle qu'on m'a conseillé, un Français m'a conseillé. C'est pas fou. En fait, il n'y a pas beaucoup de niveaux... Enfin, je suis pas en train de faire le mec, hein. Je suis pas Mike Tyson, je suis pas Taiwan Shai, mais quand je veux dire il n'y a pas beaucoup de niveaux, c'est que en fait les mecs sont pas compétitifs. Il y a quelques gars qui viennent en sparring, mais c'est des gars qui font ça après le boulot, quoi. Donc oui, il y a pas de compétitif. Donc le gars m'a dit c'est bien que tu sois là et tout, du coup ça fait monter le niveau, tu rajoutes du challenge au gars, tu vois. Il me dit ça, je suis pas je suis pas One Championship, je suis pas un champion. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée du truc. Mais en fait, ils étaient trop sympas. Et le mec m'a close. Le mec m'a close pour 5 séances. J'ai fait, vas-y, je vais rester. Enfin, bref. Et là, demain, je vais tester une autre salle. Je vais tester une autre salle qui a l'air beaucoup mieux. Donc, voilà, je vais pouvoir faire des sparring un peu plus sérieux. Ça va être cool. Elle a l'air d'être vraiment bien. En plus, elle est plus proche de chez moi. Donc, voilà. Et par rapport aux entraînements aussi, enfin, au sport... Un truc que j'ai envie de faire et que Hong Kong va me permettre de faire, c'est dans la continuité de ma quête de tour du monde des arts martiaux, c'est de faire une petite immersion dans le kung-fu. Parce que le kung-fu est chinois. Bon, je m'y connais pas trop en histoire du kung-fu, mais de ce que j'ai vu,
Bon, bah, il y a plusieurs branches. Et en fait, le truc vraiment de Hong Kong, c'est le Wing Chun. Donc si vous avez vu Ip Man, vous voyez ce que c'est. Le Wing Chun, c'est le truc, d'ailleurs, je trouve l'esthétique de cet art martial trop stylé. C'est magnifique, c'est avec les mannequins de bois. Vous voyez, en fait, les gars, on appelle ça aussi la boxe chinoise, et en fait, ils utilisent surtout leurs avant-bras et leurs poings pour parer et pour mettre des coups. Et en fait, ils s'entraînent sur des mannequins de bois avec le bruit et tout. Je trouve ça incroyable. Je connais pas trop, j'ai envie d'essayer. Donc ça s'appelle du kung-fu, je crois. S'il y a des spécialistes, n'hésitez pas à me corriger. Mais c'est pas le kung-fu, par exemple, des moines Shaolin, qui est beaucoup plus aérien avec les coups de pied, etc. Et de ce que j'ai vu sur Internet, en fait, la différence vient de la géographie. Parce que en Chine du Nord, les Shaolin, ils ont beaucoup d'espace en fait pour s'entraîner. C'est dans les montagnes, c'est des trucs qui sont en haut de montagnes, des temples, machin, des grandes cours. Et du coup, ça peut être beaucoup plus acrobatique, il peut y avoir des coups de pied, des trucs comme ça. Tandis que le Wing Chun, donc le Kung Fu de Hong Kong, en fait, apparemment c'est un Kung Fu qui est né là, c'est beaucoup plus close distance. Comment on dit ça? Merde, j'ai plus le mot, putain. Bon, vous m'avez compris. Parce que les mecs des mafias hongkongaises, ils se battent dans des rues, dans des petites ruelles, dans des trucs serrés. Donc ils vont pas commencer à faire des sauts, des acrobaties. C'est, en fait, je suis face à toi, on est à quelques centimètres face à face l'un de l'autre. Il faut que je puisse parer tes coups et t'en mettre un dans la mâchoire pour te mettre KO. Et voilà la différence en fait des deux kung-fu. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, un projet que j'ai envie de faire à Hong Kong. Je sais pas trop quand est-ce que j'aurai le temps de le faire, mais comme je reste au moins 1 an à Hong Kong, voire plus, j'aurai le temps peut-être en fin d'année 2026. Peut-être que ça va faire ça. Donc je referai une vidéo et des séries de réels. Donc me mettre voilà, en immersion dans le kung-fu. En fait, d'ailleurs, pour parler un peu, on peut essayer de parler un peu de l'efficacité de ce truc-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand elles voient ça, elles disent « Ouais, c'est bien dans les films, c'est impressionnant », mais en vrai, ça marche pas, c'est de la merde, c'est de la comédie. Parce que c'est vrai que pour certaines personnes, dans les sports de combat, dans les arts martiaux, le seul truc qui est efficace, c'est la boxe. C'est la boxe anglaise, la boxe thaï, le kickboxing, et tout le reste, c'est du cinéma, la self-défense, le Wing Chun, le Kung Fu, tout ça. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a une partie dans le Kung Fu, surtout le Kung Fu plus aérien, il y a une partie aussi chorégraphie et plus beauté, un peu comme si c'était de la danse beauté du mouvement, un truc un peu aussi qui est relié à la spiritualité, tout ça. Donc c'est vrai que en fait, c'est différent de la boxe forcément. Mais il y a un gars chez Karate Bushido, il s'appelle Mehdi, c'est Mehdi, je sais plus c'est quoi son nom de famille, et souvent il fait des vidéos, d'ailleurs je l'aime bien, il a l'air trop sympathique, il a un physique exceptionnel, et il vient du Wing Chun, il fait pas que ça, et dans certaines vidéos, il fait des combats ou des affrontements avec des mecs. Je crois que la dernière fois que je l'ai vu, il est pas souvent sur Karate Bushido, mais il avait fait un sparring contre un mec en Muay Thai, et lui, il utilisait son Wing Chun, et il l'utilise trop bien. Le mec est trop fort, et quand je le vois utiliser le Wing Chun, je suis en mode « Ah ouais, putain, en fait, c'est efficace, c'est stylé, juste l'esthétique du sport, le côté un peu cinématographique, Ip Man, tout ça. Mais en fait, quand je vois dans des combats, comment il utilise son Wing Chun et comment il l'adapte aussi, parce que des fois, il met aussi des coups de pied un peu en mode low kick, donc je sais pas si ça fait partie aussi du Wing Chun. Mais bref, il l'adapte très bien et il le rend utile et efficace en affrontement. Donc voilà, je me dis ça peut toujours être intéressant, bon déjà pour le concept connaître un peu le kung fu, mais en fait si ça se trouve je pourrais récupérer des techniques ou des trucs comme ça vraiment efficaces. En tout cas Mehdi, ce mec là, quand je vois ses vidéos, ça me donne envie vraiment de l'apprendre, et pas pour le côté juste le sport est cool, c'est un peu différent, c'est esthétique, c'est beau quoi. Et depuis que je suis arrivé aussi, j'ai une idée derrière la tête un peu bizarre, qui est de trouver un boulot. Quelle idée bizarre d'avoir un boulot, putain, c'est trop bizarre. Non, plus sérieusement, en fait, ça fait plusieurs fois que je vois des offres de postes, notamment quand je vais dans des grands centres commerciaux. La dernière fois, j'étais allé dans un centre commercial et j'avais vu un magasin de vêtements qui recrutait. Et je me suis dit, ah putain, ça pourrait être sympa, parce qu'en fait, déjà dans les centres commerciaux à Hong Kong, bon déjà il y en a plein, et en fait c'est un endroit où il y a que des Chinois, des mainlanders, des mecs qui viennent du continent pour faire du shopping quoi. Il y en a énormément. Et donc je me dis, en vrai ça pourrait être cool de travailler dans un endroit comme ça,
Parce que, bon, moi, le seul but de travailler comme ça à Hong Kong, c'est de pouvoir parler chinois. Hein, c'est pas pour faire le métier en tant que tel, c'est de pouvoir parler chinois pendant que je travaille. Et donc je me dis, comme c'est des endroits où il y a beaucoup de Chinois continentaux, bah en fait je pourrais parler avec eux mandarin. Et si dans mon CV je dis, bon ben je parle français, je parle anglais, je parle mandarin, ils vont me dire, bah vas-y viens. Ça peut être une option cool pour faire ça, pour pratiquer mon chinois. Et en plus je me suis dit, mais Paolo, ça ferait pas une trop bonne vidéo en mode je reteste le salariat pendant 1 an. Parce que je vous rappelle, j'avais quand même fait une vidéo sur ma chaîne à l'époque, je teste le chômage. Mais pour moi, c'était vraiment premier degré, parce que, enfin, je vous rappelle, moi, un des premiers buts de ma chaîne YouTube, c'est pourquoi je fais des vidéos, pourquoi je me pose toutes ces questions, c'est pour trouver le lifestyle, le mode de vie le plus intéressant, ou en tout cas surtout celui qui me convient le mieux. Donc je teste, je fais des tests. Hein, je teste le chômage, je teste le salariat, je teste le nomadisme digital, je teste l'entrepreneuriat, je teste la restauration. Je fais tout pour savoir ce qui me convient le mieux. Et là, bon, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas été au salarié, et en fait ma dernière expérience salariale, et même ma première, parce que le reste c'était des stages quand j'ai bossé, c'était l'atelier Missor. Mais l'atelier Missor, tu peux pas dire que c'est un travail normal, c'est pas du salariat normal. On était sur une autre planète avec l'atelier Missor. Donc en fait, je voudrais tester le vrai salariat pur et dur de bullshit job, de je travaille dans un café, je travaille dans un restaurant non, je travaille dans un café ou même dans un restaurant, pourquoi pas serveur ou dans un dans un magasin de vêtements. Et je pense que ça pourrait faire une vidéo trop intéressante d'avoir mon ressenti par rapport à ça. Parce que je pense que ça va être très dur et j'apprendrai beaucoup de choses sur moi-même. Mais en fait, j'ai eu cette idée et 2 secondes après, je me suis imaginé vraiment, tu sais, mon premier jour là dans le magasin de vêtements. Mais quelle horreur! Je pense qu'en fait, il y a un moment où je phase. C'est-à-dire que, en fait, il est 7h du match, je commence le boulot, je suis dans le magasin. Voilà, on m'explique ce que je dois faire. Et là, il y a un moment où je phase pendant 5 minutes. Et je suis en train de me dire, mais bordel, je suis où? Qu'est-ce que je fais de ma vie? La situation dans laquelle je me suis projeté, je me suis imaginé moi-même, là, dans un boulot salariat, c'était l'angoisse totale. Parce que je crois que je suis pas fait pour ça. Je vois trop de problèmes au salariat, que ce soit de la logique du modèle de travail, je le trouve pas bon. T'es capé au niveau de ton salaire, de ta créativité, ta liberté, en fait, t'es enfermé dans un endroit pendant un moment de ta journée et même pendant très longtemps dans ta vie. Géographiquement, en fait, t'es bloqué dans une cage, hein, c'est vraiment la métaphore de l'oiseau dans la cage. T'as des ailes, tu pourrais faire plein de trucs. Bon, t'es pas un oiseau, t'es un humain. Tu peux faire plein de trucs. Et en fait, t'es juste dans une petite cage comme ça. Enfin, il y a trop de problèmes. Philosophiques, logiques, économiques. Je trouve que ça a pas du tout. D'ailleurs, j'aimerais bien en parler un peu plus dans un épisode de podcast que je ferai dédié à ma vision du travail. Il y aurait énormément de choses à dire. Je vais pas le faire là parce que j'ai envie de bien le traiter. Parce qu'en fait, il y a déjà beaucoup de personnes sur Internet qui disent « Ouais, le salariat, c'est de la merde, machin, », qui crachent dessus en donnant des arguments un peu basiques, hein, qui peuvent être valables. Mais là, j'ai vraiment envie d'aller creuser le sujet et vous exposer aussi ma vision du travail qui va peut-être vous paraître assez extrême, lunaire et même déconnecté de la réalité. Mais c'est voulu, hein, j'ai cherché à être déconnecté de la réalité par rapport au travail. Parce que en fait quand je suis sorti du lycée là, quand j'ai eu mon bac à 17 ans, donc là il y a plus de 10 ans en arrière, j'étais pas du tout d'accord avec la vision du travail qu'on me proposait. Moi ça me faisait pas rêver pour plein de raisons, hein, mais bon, je vais pas les détailler ici, c'est pas le but, mais bref, oui, non, je vais pas m'étaler là-dessus, on en parlera dans un podcast exprès, mais bref, en fait depuis ce moment-là, donc il y a 10 ans, j'ai commencé à beaucoup réfléchir et à faire des tests par rapport au travail pour pouvoir m'épanouir dedans, en fait. Et je dirais même que le sujet du travail, c'est le sujet sur lequel j'ai le plus taffé dans ma vie, dans lequel j'ai fait le plus de tests, dans lequel j'ai remis le plus de choses en question, parce que la vision qu'on me proposait du travail, comment 99% de la population envisage le travail, ça me plaisait pas.
Alors je suis allé assez loin dans certains trucs, et ça fait que ma vision, ce que je pense du travail, comment je l'envisage aujourd'hui, ça peut paraître assez extrême et complètement déconnecté de la réalité. Mais bref, bon, je vous tease un peu pour un prochain podcast. Je pense que ça va être super intéressant et j'ai vraiment envie de le faire. Je vais bien le travailler pour pouvoir mettre ma vision au clair et vous partager certaines choses. Et je pense que ça pourra donner quelques déclics à certains, ou même si vous n'êtes pas d'accord, hein, juste vous aider à peut-être remettre des choses en question, ou vous donner... peut-être que vous allez retirer de 2-3 phrases, 2-3 conseils que je vais donner, que vous pourrez appliquer dans votre vie et qui vous aideront, on verra. Ou alors vous allez être complètement pas d'accord, même peut-être que ça va vous énerver ce que je vais dire et que vous allez m'insulter et vous désabonner. Mais bref, ça on verra. Bon oui, tout ça pour dire que ce truc-là de travailler dans un magasin à Hong Kong, dans un magasin ou autre chose, là je vous parle de magasin d'habits parce que j'avais vu ça en fait. J'avais vu ils recherchaient des gens. Je pense on va pas le faire. Ça me bloquerait trop de trucs, déjà juste au niveau du temps, même pas du temps, géographiquement, ça voudrait dire que je pourrais pas bouger et aller faire des camps ou faire autre chose. On va pas faire ça, il y a d'autres solutions pour utiliser mon mandarin, l'améliorer. Il y a d'autres choses, je vais réfléchir encore à ce qui pourrait être bien et ce que je peux faire à Hong Kong, mais ça on va mettre de côté, même si ça aurait fait du très bon contenu et j'aurais appris énormément de choses. Franchement, ça aurait été trop drôle. Et c'est le seul truc qui me dit, ah, c'est peut-être une bonne idée quand même. La vidéo, je reteste le salariat pendant 1 an, elle aurait été excellente. Elle aurait été excellente. Sinon, là, on va terminer ce podcast. J'ai noté 2-3 trucs en fait sur la vie à Hong Kong en général, dont j'ai envie de vous parler, qui m'ont surpris. Des chocs culturels et d'autres choses. Bon, le premier truc, c'est pas un choc culturel, mais c'est juste l'argent qu'il faut pour vivre à Hong Kong. C'est abusé. La vie est très chère. Pour vous donner un exemple, là, aujourd'hui, je vis dans un appartement, donc avec ma copine. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est qu'on vit pas dans ce qu'ils appellent les appartements cercueils. Je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos ou des reportages comme ça sur Hong Kong. En fait, Hong Kong, c'est petit. Et il y a énormément de gens au mètre carré, donc il faut les abriter en fait, les gens, il faut les loger. C'est pour ça d'ailleurs qu'à Hong Kong on voit beaucoup de tours d'immeubles très hauts, parce que voilà, en fait il faut optimiser la place. Donc on va mettre les gens plutôt vers la hauteur que à l'horizontale, donc on les met dans des gros immeubles. Et en fait dans ces immeubles il y a des endroits où c'est ce qu'ils appellent des appartements cercueils, où c'est des pièces toutes petites. Et en fait, limite, en fait, t'as le lit, vous savez, qui est collé au mur et que tu peux baisser comme ça, en fait, pour optimiser la place. Donc, enfin bref, c'est des endroits tout petits. Moi, heureusement, nous, avec ma copine, on n'habite pas dans ces endroits-là. On a eu de la chance, on a trouvé un appartement à distance, donc sur Facebook, qu'on a pu louer, qui est en vrai assez grand, ça va, hein, pour ce qu'on peut trouver à Hong Kong. Je saurais pas dire c'est du combien, je pense c'est du, allez, 40 mètres carrés, je pense, un truc comme ça. Ouais, 40 mètres carrés, on va dire. 50, pas plus que 50. Même 50, ça me paraît beaucoup. On paye, vous savez combien on paye? Le loyer, il est à 1700 balles. 1700 balles. Je pense que pour cette taille-là d'appartement, je sais pas, à Lille, t'en as pour même pas 500 balles, je pense. En Thaïlande, c'est pareil. Là, donc, c'est 1700 € de loyer. Déjà, donc, les loyers sont hyper chers. Et bon, je vous ai dit, il y a aussi le sport. La salle de sport, pour vous dire qu'il y a une salle de sport type fitness park, à peu près le même, ouais, c'est à peu près la même chose. Je paye sans engagement, je crois que je suis à 110 € par mois. Pareil, la boxe, où je vous ai dit, c'est cher. Le sport en général, c'est cher. Et la nourriture, c'est pareil. La nourriture, c'est cher. Les fruits et légumes sont chers, même au marché, hein, quand je le vois, c'est abusé. Mais bon, hein, c'est comme ça, c'est Hong Kong. Un truc qui m'a surpris à Hong Kong, c'est le contraste qu'il y a dans cette ville. Moi, Hong Kong, avant de venir, ce que j'imaginais, ce que j'avais vu, comme je vous l'ai dit, c'est les grands immeubles, c'est le centre-ville actif, type ville business, ville mondiale, ville où il y a des travailleurs qui sont en costard, tout ça. C'est comme ça que je voyais Hong Kong, donc la grosse ville. Mais en fait, Hong Kong, c'est pas que ça. Hong Kong, il y a des plages qui sont magnifiques. Je vous parle pas de plages de merde qu'on peut trouver. Bah, je sais qu'à Taïwan, par exemple, c'est une île.
Donc il y a des plages, il y a des côtes, mais c'est moche. Les plages à Taïwan, elles sont pas belles. Sauf peut-être dans le sud, mais pour une île, les plages sont vraiment pas belles. Là, à Hong Kong, tu as des plages magnifiques. Il y a des îles. Il y a plein d'îles autour d'Hong Kong. Et c'est des trucs un peu style paradisiaque, comme des trucs qu'on pourrait voir peut-être pas Philippines, peut-être un peu Philippines-Thaïlande. C'est des plages un peu dans ce style-là. Et il y a les montagnes aussi. Moi, j'ai fait des randonnées là à Hong Kong. C'est magnifique, c'est trop bien. Et ce contraste-là entre la nature qui est fortement présente dans certains endroits et le côté grosse ville, building, ville mondiale avec des gens qui travaillent dans la technologie, dans le business, c'est incroyable. Et je me dis, ça, c'est vraiment une chance d'être dans un endroit comme ça, où tu peux profiter des deux. Tu peux aller en ville, tu as tout ce qu'une grande ville propose, avec les activités, la culture, les musées, les gros shopping malls, les centres commerciaux. Et à côté, tu as des plages, tu as des îles magnifiques, tu peux faire du bateau, tu as la montagne, tu fais des randonnées incroyables. Et ça, c'est ce qui m'a choqué et surpris avec Hong Kong. Et c'est pour moi aujourd'hui le gros point positif que je vois avec Hong Kong. Donc forcément, il y a le gros point positif d'Hong Kong, je vous l'ai dit, c'est le côté fiscal, où c'est un paradis fiscal. Mais bon, moi, c'est pas je suis pas expatrié à Hong Kong. Et peut-être dans le futur, j'en sais rien, je dis ça, mais l'expatriation, en fait, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Bref, je vais pas parler de ce sujet-là, mais souvent Hong Kong on dit c'est bien pour la fiscalité, mais moi ce que j'ai trouvé d'intéressant c'est ce côté-là, contraste entre grosse ville et nature. Ça c'est incroyable. Par contre, les points, là c'est un point négatif à Hong Kong, un peu compliqué, c'est que comme la ville est petite et qu'ils ont besoin d'optimiser la place, en fait quand tu vas en ville, des fois tu te retrouves dans des trucs où t'as des ponts de partout et des souterrains de partout. Donc quand t'es sur Google Maps et que tu dois te repérer, en fait t'es complètement perdu. Tu te retrouves à un endroit où en fait tu peux pas traverser la route et tu t'es dit merde, en fait derrière il y avait un pont pour traverser et je l'ai pas vu ou je savais pas où ça menait ou quoi. Enfin bref, ça c'est le truc un peu galère. Il y a des endroits où t'as des escaliers, des escalators et des ponts à l'extérieur. Et des fois tu passes d'un immeuble à un autre au-dessus de la route et tu t'en rends même pas compte. Enfin, c'est trop bizarre, mais je pense que c'est juste une question d'adaptation parce que j'ai déjà commencé à comprendre le système, mais au début ça fait bizarre. Tu te dis en fait ils ont vraiment besoin d'optimiser l'espace. Bon, et la conclusion de Hong Kong, c'est cool. Hong Kong, c'est cool, mais c'est clairement pas déjà un pays que j'aurais choisi. Et je vais pas faire toute ma vie ici. Ça, c'est clair et net. Ma copine va terminer sa mission. Après, on verra bien ce qui se passe. Mais voilà, pour l'instant, je suis là. Donc, je compte en profiter. Je compte en profiter avec la Chine. Je compte aussi découvrir. Je découvre plein de trucs avec Hong Kong. C'est quand même une ville de fou. Hong Kong, il n'y en a pas deux dans le monde. Donc, voilà, je profite au maximum. En plus, ce qui est trop bien, c'est que, en fait, au même moment où je débarque à Hong Kong, il y a aussi Elliot Meunier. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais pour ceux qui connaissent, Elliot Meunier, c'est comment le décrire. Pour faire simple, c'est un petit génie. Il a une chaîne YouTube si vous voulez aller voir son travail. Mais voilà, en fait, il bouge à Hong Kong aussi. Et j'ai déjà vu plusieurs fois, on a fait des randonnées avec lui. Donc voilà, être à Hong Kong, ça me permet aussi de passer du temps avec lui. Et c'est toujours intéressant de passer du temps avec des gens comme ça qui sont hors du commun en fait, et desquels j'apprends beaucoup parce qu'il a un parcours qui est complètement, il est hyper jeune et j'ai l'impression le mec il a déjà vécu 50 vies différentes, donc c'est trop intéressant de pouvoir passer du temps avec lui. Donc voilà, j'ai au moins une connaissance comme ça. Après moi je suis pas quelqu'un qui a besoin de rencontrer beaucoup de gens, d'avoir un cercle de potes énormes et une vie sociale très active, c'est pas forcément ça que je recherche. Donc voilà, mais bon, je rencontre des gens. Là, il y a Elliot, donc c'est cool, c'est quelqu'un que je connais déjà d'internet. Et puis voilà, j'en profiterai quand même pour rencontrer des gens, continuer à faire du sport, à faire mes projets, tout ça, et profiter de ce nouveau pays, parce qu'il faut quand même, même si Hong Kong, il y a pas mal de défauts, je crois que si on prend le podcast dans sa globalité, j'ai plutôt parlé des inconvénients. C'est quand même une chance énorme d'être dans cet endroit. Voilà, c'est tout pour ce podcast.
J'espère que ça vous a plu, que ça vous a accompagné comme ça pendant votre journée, je sais pas ce que vous faites. N'hésitez pas à mettre des étoiles sur Spotify, 5 étoiles, ou sur une autre plateforme de podcast, ou même un petit commentaire sur YouTube. Moi, ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours et de vous lire, surtout quand c'est des contenus comme ça, où je parle de ma vie, où je me livre, et je parle de choses, je parle de beaucoup de choses différentes. Voilà, je vous retiens pas plus longtemps. Passez une excellente journée, un excellent week-end. Moi, je vais partir en Chine et je vous prépare un prochain podcast. Allez, bisous les gars.